Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition de Surfing Bitcoin. Et cette table ronde qui va donc ouvrir les débats, elle est particulière parce qu'en fait on va rejouer un débat qu'il y a eu il y a 4 ou 5 mois avec exactement les mêmes personnes. Alors à cette époque, la loi sur l'influence, notamment qui concerne le secteur des cryptos, elle n'était pas encore votée, elle était en plein débat. Depuis, elle a été votée, non sans changement, et on pourra en parler d'ailleurs tout à l'heure, monsieur le député. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas les participants à cette table ronde, je vous propose de vous introduire rapidement. Faustine, peut-être pour commencer. Bonjour à tous, merci Grégory, ravie de participer à Surfing cette année encore. Donc Faustine Fleuret, je suis présidente de l'ADAN, l'association qui représente l'écosystème du Web3 en France et en Europe. Aujourd'hui, à peu près 200 entreprises membres de l'association. Notre objectif est de porter la voix, de représenter les entreprises pour lever les obstacles à leur développement et participer à un certain nombre de débats, notamment réglementaires, qui ont cours et qui vont structurer en fait l'environnement dans lequel ces entreprises vont évoluer demain. Owen, peut-être ? Owen Simonin, je réalise des contenus sur Internet pour vulgariser depuis 2016 la blockchain, les crypto-monnaies, et j'entreprends également dans le domaine avec différentes sociétés qui proposent des solutions, que ce soit d'investissement ou des solutions d'usage sur les cryptos et la blockchain. Monsieur le député ? Oui, bonjour, Stéphane Vogetta, donc député de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Donc ma circo commence à une vingtaine de kilomètres d'ici au sud, puisque je représente les Français qui vivent en Espagne, au Portugal, à Andorre et à Monaco. Et donc surtout un citoyen qui est devenu, après une carrière dans le privé, notamment dans l'investissement, un député, donc qui a l'occasion et l'opportunité d'appliquer à l'acte législatif une expérience propre et aussi des éléments vécus, et donc qui a l'occasion d'appliquer ces idées, de les mettre sur la table pour le débat. Alors j'écoutais attentivement Jacques Favier avant, et sa référence à Blandine et les lions. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis Blandine ou si je suis un lion, mais en tout cas, je suis ravi d'être ici. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, et c'est pas souvent qu'il y a des représentants du Parlement qui viennent nous voir dans ce genre de cadre. Donc merci beaucoup pour la qualité du débat qui va suivre. Romain ? Bonjour à tous, ravi aussi de participer une nouvelle fois à Surfing, et merci à Jonathan et à toute l'équipe pour l'organisation de cet événement. Donc moi je suis avocat au sein du cabinet Orwell, qui est un cabinet qui existe depuis 5 ans, et on accompagne les acteurs dans le secteur de la crypto, que ce soit les entreprises ou les particuliers dans leurs problématiques juridiques de façon assez large. Voilà. Et pour ma part, je suis Grégory Raymond, donc je suis cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well, un média spécialisé dans le Web3, donc pas que Bitcoin, mais Bitcoin aussi. Et nous faisons la part belle surtout à l'enquête, au reportage, à la publication de rapports. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je pense qu'on va commencer. Moi, je voudrais qu'on pose quand même le cadre avant de commencer, parce que pas tout le monde n'a forcément suivi cette histoire de loi sur l'influence. Quelqu'un parmi vous serait d'accord pour la présenter dans ses grandes lignes ? Je pense que, monsieur le député, vous êtes le mieux placé. Oui, je vais essayer de faire ça brièvement, avec les 2 minutes dont on a l'habitude de disposer à l'Assemblée nationale pour présenter une idée ou un amendement. La loi influenceur, ce n'est pas une loi sur le Bitcoin, c'est une loi qui effectivement essaye de réguler, d'encadrer une profession qui n'est plus naissante, une profession qui existe, qui est celle d'influence, d'exercice de l'activité de l'influence commerciale sur les réseaux sociaux, à savoir ces gens qui, grâce à leur compte sur les réseaux sociaux, grâce à parfois leur notoriété, font la promotion de biens ou de services en échange d'une contrepartie économique, financière, monétaire, en nature ou autre. La volonté de réguler vient du fait qu'on a constaté qu'il y avait certains abus et certaines personnes qui étaient victimes de ces abus. Et là, je parle d'abus qui sont liés à des produits, à des services divers et variés. On est loin
uniquement de parler de support d'investissement ou de cryptoactifs. On parle de la promotion de produits à visée esthétique, de chirurgie esthétique, de boissons alcoolisées, de jeux en ligne, etc., etc. Donc c'est une loi qui est très large, qui a essayé de clarifier les règles existantes, de formuler certaines nouvelles règles quand celles-ci étaient, en tout cas quand nous, les députés, avons estimé qu'elles étaient nécessaires, et ensuite qui a essayé aussi de fixer un cadre d'activité pour les influenceurs commerciaux, notamment de leur permettre d'avoir une meilleure relation avec leurs annonceurs et leurs agences, et ensuite, enfin, une loi qui essaye de responsabiliser les plateformes numériques dans la modération des contenus qui seraient en décalage avec les objectifs de cette loi. Et la question qu'on se pose, parce qu'elle a été votée, mais est-ce qu'elle est applicable déjà ? Alors, elle a été votée, alors elle a fait l'objet de 6 votes, votes en commission, à l'Assemblée et au Sénat, les votes en séance à l'Assemblée et au Sénat, une commission mixte paritaire qui mélangeait députés et sénateurs, et enfin le vote définitif à l'Assemblée. Donc elle a été votée 6 fois à l'unanimité. Elle a ensuite été promulguée par le président de la République dans la nuit du 8 au 9 juin, parce que les lois, ça se promulgue toujours la nuit, c'est comme ça, il faut le savoir. C'est une bonne illustration du fait qu'il n'y a pas que les réformes des retraites qui se promulguent la nuit. Et enfin, elle est rentrée en vigueur à ce moment-là, à l'exception des articles qui sont sujets à des décrets d'application qui doivent être publiés soit par le gouvernement, soit par le Conseil d'État, et à l'exception des articles qui étaient liés au règlement européen DSA, DMA, qui ont été envoyés à Bruxelles pour validation. Il se trouve que tous les aspects qui ont trait à la régulation des cryptoactifs, en tout cas à l'influence commerciale sur les cryptoactifs, n'étaient ni sujets à un décret d'application, finalement, ni envoyés à Bruxelles pour validation. Et donc, ces articles-là sont déjà entrés en vigueur. Et donc, effectivement, la loi influenceur s'applique actuellement à l'influence commerciale qui porte sur les cryptoactifs. Owen, on verra ensemble peut-être l'impact que tu as pu mesurer depuis l'entrée en vigueur de la loi. Mais on va rester encore un petit peu dans la définition de ce cadre. À partir de quoi, comment on définit un influenceur ? À partir de quelle notoriété, en fait, on peut dire qu'on est un influenceur ? On a décidé, on a beaucoup travaillé sur la définition de l'influenceur. Et déjà, on ne parle pas d'influenceur en général, on parle juste des personnes qui exercent de l'influence commerciale. Donc une activité de promotion avec rémunération, avec contrepartie économique. Donc vraiment, il faut bien comprendre que cette loi ne touche en rien la liberté d'expression qu'a tout un chacun, qu'il se considère influenceur ou pas. D'ailleurs, on ne définit pas ce qu'est un influenceur. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un influenceur commercial, il n'a pas besoin d'avoir 1 million, 1 milliard ou un seul follower. Il se définit comme influenceur, il est défini comme influenceur commercial à partir du moment où il fait une promotion en échange d'une contrepartie. Point barre. Peu importe que sa promotion soit vue par personne ou par 10 millions de personnes. À partir du moment où il y a une contrepartie, une promotion, c'est l'influence commerciale et ça tombe dans le cadre de notre loi et donc s'y appliquent les diverses dispositions qui ont été votées. Faustine, Romain, je m'adresse à vous. Est-ce que vous trouvez que cette définition est juste ? Alors, effectivement, dans le débat, ce qui a suscité des inquiétudes beaucoup au début, c'était le périmètre, mais surtout le périmètre de ce qu'il était possible de faire pour un influenceur dans le monde des cryptoactifs. Et au tout début, la première mouture de la proposition, effectivement, ne permettait à des influenceurs de ne parler que des prestataires de services sur actifs numériques agréés, soit à l'époque aucun prestataire, aucun acteur de marché. Donc il faut savoir qu'en France, on a une réglementation des marchés de cryptoactifs depuis plusieurs années et qu'il est dans l'intérêt de l'investisseur, de sa protection, de les connaître et de pouvoir se tourner vers eux en priorité. Et donc, de ce point de vue-là, interdire à des PSAN enregistrés, qui est un autre niveau de la réglementation française, interdire aux PSAN enregistrés de recourir à l'influence commerciale aurait été délétère du point de vue de l'objectif de cette proposition de loi qui est la protection des investisseurs et orienter les particuliers vers les acteurs les plus sérieux, les plus crédibles.
Donc de ce point de vue-là, on avait beaucoup d'inquiétudes au début. Il faut aussi savoir qu'il y a des acteurs qui ne sont pas soumis à la réglementation, à cette réglementation PSAN qui existe en France et qui est en train de se mettre en place au niveau européen, inspiré du cadre français, et qui ne pouvait pas non plus être interdit à des influenceurs de parler d'acteurs qui n'avaient pas vocation à être encadrés et qui auraient été discriminés simplement parce que leur activité ne rentrait pas dans le périmètre de la réglementation. Donc par exemple des acteurs, des prestataires technologiques, par exemple Ledger, ou même des activités qu'on est en train de réglementer, mais on n'a pas terminé le travail. Je pense à la finance décentralisée, je pense aux acteurs des NFT. Donc il fallait que l'on aille à un rythme adéquat. Il y a effectivement des cas d'usage comme les PSAN, comme les marchés de cryptoactifs relativement développés où il était possible d'aller peut-être un peu plus loin sur la protection des investisseurs, mais comme monsieur le député l'a rappelé, il existait déjà dans le Code de la consommation des dispositions qui s'appliquaient aux acteurs de marché. Nous, l'association, avec nos membres, on travaillait depuis déjà plusieurs mois avec l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, pour émettre une recommandation spéciale sur la publicité sur actifs numériques qui est sortie il y a quelques mois. Il en existait déjà une. Ça donnait déjà des indications supplémentaires aux acteurs de ce qu'il était nécessaire de faire quand il fallait parler aux particuliers sur les réseaux sociaux des actifs numériques. Donc il existait déjà des choses. Des acteurs sont plus développés que d'autres, ont plus d'influence, je sens plus d'atteinte des particuliers. Donc c'est évident qu'il fallait leur peut-être renforcer la protection des utilisateurs de ce point de vue-là. Néanmoins, ne pas aller trop vite par rapport au développement de l'écosystème. Il y a différents sous-secteurs et il faut s'y atteler, avoir un rythme adapté. Et aussi parce que la réglementation européenne n'avance pas au même rythme que la réglementation française. Donc du point de vue de la compétitivité, il faut faire attention. Romain, est-ce que toi, tu trouves que le cadre de cette loi est juste ? Alors, bon, comme le disait, c'est pas forcément très simple, très aisé de venir définir ce qu'est un influenceur. Je pense que c'était la question initiale que tu posais à monsieur le député sur la question de à partir de quel moment on a une notoriété suffisante pour être député. Nous, la question à laquelle on est confronté et où je pense c'est la question que se pose aujourd'hui la plupart des créateurs de contenu en crypto, c'est sommes-nous oui ou non visés par la loi? Et ce qu'on constate aujourd'hui, et je pense que la jurisprudence et les décisions de la DGCCRF viendront là-dessus peut-être nous apporter des éléments de réponse, mais bon, sur la question de la notoriété, voilà, à partir de quand vous avez une notoriété suffisante pour être influenceur, là je pense que bon, voilà, la loi ne propose pas de seuil, donc il n'y a pas tellement de sujets là-dessus. Là en revanche, on a un peu plus d'interrogations, c'est la loi parle de mobiliser sa notoriété pour communiquer auprès du public. Et donc, sur quel type de canaux va pouvoir s'appliquer la loi? Est-ce que c'est uniquement sur des canaux publics, type Instagram, Twitter, etc., où là, vous communiquez auprès du public, mais est-ce que ça s'appliquera aussi sur des groupes de discussion privés, où vous venez par invitation, sur Telegram, sur Discord, qui là ne sont pas des communications au public en tant que telles, mais c'est aussi sur ces canaux-là que se passe un certain nombre d'agissements qui peuvent être... Exactement, il faut signaler que les plus grosses arnaques, en fait, c'est souvent sur ces canaux-là, et ça ne vient pas vraiment de la part des gros influenceurs très visibles. Voilà, il y a ce point d'interrogation-là dont on va peut-être pouvoir reparler, et il y a un autre point aussi qui est, ça s'applique uniquement pour les activités de promotion de biens ou services qui sont faits à titre onéreux. Et là, je pense qu'il y a un sujet particulier dans le secteur financier et dans le secteur de la crypto, c'est à partir de quand vous faites la promotion d'un bien ou d'un service à titre onéreux. Je veux dire, c'est très simple quand vous avez un contrat de sponsoring avec un acteur, un PSAN ou peu importe, mais quid de la prise d'intérêt, par exemple en token dans un projet, la prise d'intérêt en equity? Est-ce que la loi va s'appliquer? Moi, la réponse aujourd'hui que je donne, ou la réponse qu'on donne chez Orwell aux personnes qui nous interrogent, c'est dans la façon de rédiger la loi, j'aurais plutôt tendance à répondre que non. Et donc c'est peut-être un angle mort. Voilà, après, c'est jamais très simple de définir et de définir le champ d'application d'une loi, mais il y a quand même certaines interrogations qui subsistent sur à qui va s'appliquer la loi et à qui elle ne s'appliquera pas. Owen, moi j'aimerais te poser la question en fait, que tout le monde se pose là actuellement. Est-ce qu'il y a eu un impact sur ton activité d'influenceur et pour tous les autres influenceurs que tu représentes, parce qu'il faut aussi souligner que tu es à la tête de H Consulting, donc, qui est une agence aussi d'influence? Il ne me semble pas avoir fait d'opération depuis la loi, également parce que c'est une question de période, c'est pas juste... Il y a moins de demandes en ce moment et ça intéresse également, c'est pas non plus le moment de recommander certains services pour autant. Après, je sais qu'il y a eu un impact sur différents médias et différents secteurs de production au niveau influence.
Certains vont dire un 25, un 30%, d'autres vont sortir un 10% parce qu'ils ont réussi à substituer. Certains se sont organisés également. Il y en a d'autres qui maintenant proposent beaucoup plus de promotion sur des outils décentralisés qui du coup rentrent dans un flou où on ne sait pas encore quelles sont les obligations. Je dirais que ça... En fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que par définition, à partir du moment où on avait le régime PSAN, il y avait déjà plein de sociétés sur lesquelles on n'avait pas le droit de faire de la promotion, d'un point de vue éthique. D'un point de vue vraiment, en théorie, on n'est pas censé réaliser la promotion de telle et telle structure. On ne prend pas les mêmes niveaux de risque en fonction de son exposition. Je m'étais déjà refusé à faire certaines promotions de produits. J'ai déjà essayé de contacter l'autorité des marchés financiers en disant voilà, je ne sais même pas si j'ai le droit de travailler avec eux. Est-ce que je peux ou non? Et j'aurais bien voulu voir ce que l'autorité des marchés financiers aurait pu répondre sur FTX, par exemple, qui sur le papier n'était pas PSAN, alors que ils étaient sur toutes les plus grandes Formule 1 du monde et ils finançaient certains gouvernements. Bref, peu importe. La vraie question, c'est de se dire il y a une limite entre ce que la loi dit clairement et une interprétation qu'on doit faire, qui est un peu plus éthique et un peu plus théorique. Elle sera toujours là, quoi qu'on fasse, quelle que soit la loi, et on vient d'en définir une limite. Il y a des doutes, il y a des interprétations. Est-ce qu'on doit dire quand on est au capital de la structure, quand on fait une promotion? Est-ce qu'on doit dire si c'est pas sponsorisé, mais si on a acheté des tokens avant? Est-ce qu'on doit dire si le projet me dit, tu peux même acheter des jetons avec une décote, mais il faut que tu en parles? La réalité, c'est que moralement, oui, il y a quelque chose. À partir du moment où il y a un conflit d'intérêts, et que l'intérêt de l'influenceur est de voir ce projet se valoriser, ça doit être dit, ça doit être clair, parce que la communication doit être claire et non trompeuse. C'est comme ça que se définit une influence saine. Maintenant, le combat, ça va être de faire quelque chose de juste, quelque chose qui ne punit pas l'écosystème pour essayer de protéger un maximum de monde, parce qu'on doit laisser de l'innovation et donc de la flexibilité, mais qui, dans un autre côté, laisse un minimum de marge de manœuvre à ceux qui viennent avec l'intention la plus franche de prendre de l'argent, à ceux qui s'en méfient le moins. Et ça c'est quelque chose de compliqué. Et je pense que tu es quand même très bien placé pour en parler, vu que tu es le premier influenceur francophone. Si ce métier, qui est un nouveau métier, existe, qu'est-ce qui vient combler en fait? Est-ce qu'il y avait un manque dans l'éducation financière avant? C'est certain, mais ce n'est pas simplement dans l'écosystème crypto, c'est en France. J'estime que l'éducation financière n'existe pas, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, c'est même un petit peu tabou comme sujet. L'argent, le cash, le fric. Ici, c'est compliqué comme terme et ça a une connotation très négative. Maintenant, on est dans un monde où on veut promouvoir la blockchain, les crypto-monnaies, qui donnent une certaine vision assez libre de je dirais même pas de son argent, je dirais de sa ressource financière, de sa portabilité, de son côté immuable et incensurable. Et ce qui est une liberté financière va également avec une responsabilité. La réalité, c'est que si on récupère sa liberté financière, et je ne parle pas du tout de liberté financière en mode Instagram, 1 minute 30, devenez libre financièrement, non. Je parle de découvrir d'autres ressources qui nous permettent de diversifier ce que l'on possède et la façon dont on le gère, la façon dont on interagit avec son argent. Naturellement, si on peut dépenser tout ce que l'on a en un seul clic, sans avoir à consulter personne, on peut également perdre tout ce que l'on a sur un seul clic, sans consulter personne. Et donc, cette éducation est très importante. À un moment où certains vont promouvoir de la liberté financière et des outils oui, mais il faut éduquer avec. Et le problème de l'éducation, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut des process, il faut des échecs, il faut des erreurs. Et c'est ça qui permet de créer un nouveau process, petit à petit, de l'incrémenter. Il y a de l'être humain, donc ça prend du temps. Et donc oui, il y avait pour moi, encore une fois, je n'ai pas la réponse parfaite à cette question, mais l'éducation financière, c'est quelque chose qui était très peu présent, même si ça commence à devenir sur toutes les lèvres, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais je pense que c'est non seulement quelque chose d'important, mais que ce soit au niveau des hacks, que ce soit au niveau des arnaques, que ce soit au niveau de la plupart des dérives que l'on va observer partout, l'éducation est la meilleure réponse. Le problème, c'est que l'éducation prend du temps. Et des fois, on ne peut pas laisser ce temps. On ne peut pas laisser cette marge de manœuvre parce que ça va prendre trop de temps à s'installer. Et donc, on est obligé de légiférer, de définir un cadre maintenant tout de suite. Et là, on est dans la zone complexe du qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est restrictif et qu'est-ce qui est... Et les réponses ne sont jamais parfaites sur ces sujets. Et pendant l'élaboration de la loi, vous êtes montés tous les deux au créneau, Owen et Faustine, parce qu'on le rappelle au début, c'était seulement les entreprises qui bénéficiaient de l'agrément PSAN, à l'époque il n'y en avait aucune, qui pouvaient faire leur promotion auprès des influenceurs. Ça a un petit peu changé, au final, ce sont les entreprises enregistrées qui peuvent le faire, donc une soixantaine, donc ce qui est beaucoup plus souple.
Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez assoupli le procédé? En fait, il y a eu beaucoup d'échanges entre vous. Oui. Finalement, c'est peut-être une belle histoire de concertation en fait, entre des acteurs et la puissance publique? Non, mais je pense que là aussi, c'est une belle manière. Cette loi a été une belle manière d'éduquer aussi la population dans son ensemble sur le processus législatif. Le processus législatif, c'est pas forcément le gouvernement qui débarque toujours avec un projet de loi qui doit être ratifié par une Assemblée nationale où il y a une majorité absolue qui va appuyer sur le bouton sur lequel on lui dit d'appuyer. Là, ça a été une initiative parlementaire. C'est venu de plusieurs députés, la plupart de l'opposition, et moi de la majorité, qui ont eu en même temps la sensation qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur ce sujet-là, sujet sur lequel on n'était pas tous forcément des experts, sujet l'influence commerciale en général et en particulier la promotion de boissons alcoolisées, de produits financiers à risque, de cryptoactifs, de paris en ligne, etc., etc. Et donc on a dû suivre le processus habituel pour le design d'une loi, à savoir on écoute, on consulte, on apprend et ensuite on fait des propositions. Et ensuite, ces propositions, on a l'occasion de les débattre entre nous au sein du Parlement, mais aussi avec les acteurs du secteur. Et c'est ce qu'on a fait plusieurs fois, tout en sachant qu'il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire qui permet de donner un certain temps pour modifier un texte. Il y a eu in fine 5 versions successives de ce texte qui ont été votées, qui ont été débattues, qui ont été modifiées par le biais du jeu de dépôt et du vote d'amendements. Et in fine, c'est vrai, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi au cours de ce débat, c'est nous au départ on a pris une position qui était un peu, on va pas dire extrémiste, mais qui était assez radicale, qui correspondait à ce que nous avait dit l'AMF dans le sens nous, on serait pour le fait que tout investissement, et un investissement dans un cryptoactif, c'est un investissement, soit traité de la même manière, avec le même genre de restrictions. Et notamment, et on en a parlé, il y avait le Code de la consommation qui disait déjà dans son article L222-16-1, qui disait déjà que, par exemple, sur ce qui concerne le quasi-démersage, la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, relative à des services d'investissement à risque, etc., est interdite. La loi le disait déjà. Nous, du coup, ce qu'on a fait, ça, au départ, c'est un élément, le quasi-démarchage qu'on avait introduit dans la loi, nous, comme un rappel très explicite. Finalement, on s'est contenté, suite à des conversations avec Bercy également, puisque Bercy était très impliqué, les services du ministère de l'économie étaient très impliqués. Ça nous a permis vraiment à chaque fois de travailler en profondeur sur chacun des aspects, de se dire, bon, là, il n'y a pas besoin de faire un rappel si explicite ou de remettre dans la loi ce qui existe déjà. Donc on fait un simple rappel au Code de la consommation. En revanche, sur effectivement les interdictions spécifiques qui s'appliquent à l'activité de l'influence commerciale, dans ce cas-là, on a le débat. Est-ce qu'on se contente d'autoriser, de ne pas interdire ce qui est agréé, ou est-ce qu'on élargit un peu? Est-ce qu'on est plus large que ce que permet la loi actuelle sur les investissements à risque non crypto? Et donc, est-ce qu'on va permettre l'enregistrement aussi comme critère de possibilité de promotion via l'influence commerciale? Et effectivement, on est arrivé à cette conclusion collective, sur la base aussi de vos recommandations, sur le fait que c'était la meilleure solution, sachant aussi qu'on est dans un processus où, au niveau européen, il y a des conversations, il y aura des régulations qui vont rentrer en jeu et en vigueur dans les mois, dans les années qui viennent, MiCA en particulier, qui va rebattre un peu les cartes. Mais nous, pour l'instant, nous, députés, nous, sénateurs, on s'est dit, en attendant MiCA, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a des problèmes, il y a des arnaques, il y a des victimes, et donc il faut agir. Et pour revenir une dernière fois sur, et après je vous laisse juste la parole parce que je parle beaucoup, mais sur qu'est-ce qui n'est pas de l'influence commerciale, qu'est-ce qui rentre ou pas sous le coup de la loi, je pense qu'on va le voir assez rapidement, et je pense que chacun, les uns les autres, on sait bien ce qu'est un abus, on sait bien ce qu'est une arnaque, on sait bien, quand on fait quelque chose, on a la sensation de est-ce qu'on est dans les clous ou pas. Et grosso modo, cette loi a permis à chacun, observateur ou acteur du secteur, de réaliser qu'il y avait des règles. Et maintenant, à chacun de se prendre en main, d'appliquer sa responsabilité individuelle, vous, comme communicant, et les observateurs, les utilisateurs des réseaux sociaux, se dire, bon, bah ça me paraît légitime, là c'est clair, c'est transparent, les risques sont clairs. En revanche, au moment où les utilisateurs des réseaux verront que quelqu'un fait clairement quelque chose, fait une communication, un contenu
qui est clairement là pour faire tomber les gens dans un piège, eh bien, il aura les moyens de faire un signalement et il saura que ce signalement pourra être suivi d'effet grâce à cette loi et c'est l'objectif qui sera suivi. Et ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, ça sera au juge, à la justice, à la jurisprudence de déterminer effectivement d'une manière un peu plus précise qu'est-ce qui correspond à l'esprit de la loi et non. Et Faustine, Romain, là je m'adresse à vous. Il y a quand même plein de projets qui font partie de l'univers crypto qui ne seront pas du tout encadrés par cette loi. Par exemple, ceux qui sont dans les NFT, hein, je m'appelle Sorar, je peux tout à fait faire la promotion de mon service auprès d'influenceurs sans avoir besoin de l'enregistrement PSAN. Pareil, je suis un projet DeFi, hein, je peux citer au hasard DYDX hein, qui a fait un peu de promotion ces derniers mois. Ils n'ont pas besoin de l'enregistrement PSAN. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de concurrence en fait, auprès de certains projets ? Une réglementation, elle s'applique à un cas d'usage, donc on définit une réglementation par son périmètre. Mais pour revenir et pour rebondir sur ce qu'a pu dire Monsieur le député, je pense que ce que l'on a pu voir dans le cadre de ces débats, c'est qu'en fait, on voulait tous la même chose. On voulait la protection des investisseurs et le développement d'un écosystème sain, justement autour d'acteurs qui, d'ores et déjà, beaucoup, avaient déjà des bonnes pratiques en matière de communication, de diffusion de l'information, mais qu'il fallait harmoniser. Donc je pense qu'on est parti, on s'est rendu compte très vite dans le cadre de ce débat qu'on était d'accord sur le résultat, qu'on voulait cette protection renforcer les investisseurs qui passaient par une information qui est bien délivrée aux utilisateurs et de la pédagogie que l'on n'empêche pas, parce que comme le disait Owen, effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué, l'éducation financière, en particulier sur les cryptoactifs, en dehors d'acteurs spécialisés qui, sur les réseaux sociaux, diffusent cette information. Donc on avait besoin de ça. On avait besoin d'orienter les particuliers vers les acteurs les plus sérieux, les plus crédibles, ceux qui ont envie d'aller sur une plateforme parce qu'ils ne veulent pas conserver tout seuls leurs actifs. Bon, eh ben, quand on regarde, finalement, le régime français est très mal connu. Donc l'existence de PSAN plus régulé que d'autres est encore une information très mal connue du public. Et donc ça aurait été délétère d'empêcher des influenceurs de pouvoir parler de certains acteurs, plutôt que d'où l'issue très favorable des débats qui fait qu'aujourd'hui, un influenceur peut parler des PSAN enregistrés, ainsi que des PSAN agréés, qui sont aujourd'hui ceux qui ont atteint le niveau de réglementation le plus élevé en France et en Europe, puisque je le rappelle, la réglementation européenne arrive l'an prochain, s'inspire de la réglementation française, mais donc est les autres États membres sont plutôt en train de s'aligner sur le très bon travail que la France a fait jusqu'à maintenant, et les acteurs français sont donc aujourd'hui ceux qui vont être davantage prêts à ces exigences européennes. Donc il fallait que dans le cadre de cette loi, les particuliers aient accès à cette information sur l'éducation financière, vers quels acteurs se tourner, pour qu'on ait une incitation finalement à ce que l'ensemble des entreprises suivent des bonnes pratiques, suivent cette réglementation, y compris ceux qui ne sont peut-être pas dans le cadre de la loi aujourd'hui, mais qui le seront. En fait, il ne faut pas stigmatiser des cas d'usage qui aujourd'hui ne rentrent pas dans la réglementation PSAN. On a commencé relativement tôt à réglementer le secteur des marchés de cryptoactifs avec des cas d'usage plus développés que d'autres. On ne va pas stigmatiser les acteurs des NFT, la finance décentralisée, parce que le travail est plus complexe. C'est vrai que la réglementation des marchés de cryptoactifs, quand il y a eu les débats il y a plusieurs années, on a pu s'inspirer de cadres existants sur les marchés traditionnels, sur la banque d'affaires. Sur la finance décentralisée, sur les NFT, il y a même déjà un travail qui n'est pas forcément terminé de définir ce que c'est, avant même d'en définir les règles. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser le rythme de la construction, de la réglementation sur ces sujets-là, parce que le risque d'aller trop vite dans les débats, c'est de mal réglementer. Et quand on réglemente mal, même si la réglementation existe, elle n'est pas efficace, elle n'atteint pas ses objectifs. Et si en face, on n'a pas la supervision adéquate, on ne permet pas d'assurer à des acteurs soumis à cette réglementation qu'ils ne vont pas avoir des compétiteurs déloyaux en face. Donc, les PSAN sont en général les premiers concernés, on a fait beaucoup de travail sur eux, ça viendra pour les autres, et je pense que ce qu'il est important donc, que ce soit dans le cadre de ce débat ou d'autres que la DAN a pu suivre, ce qu'il est important de rappeler,
il faut que le secteur soit présent dans ces débats. Il faut que le secteur puisse partager son expertise, partager ses recommandations dans le cadre de ces négociations pour qu'on achoppe sur des textes qui sont proportionnés et adaptés. Romain, est-ce que tu veux compléter ou... Juste 2 mots, et c'est plus un point de vue on va dire de citoyen et d'avocat. Je trouve qu'on s'est peut-être quand même un petit peu précipité en adoptant cette loi. Il y a toujours un effet qui était lié à l'actualité, etc. Et je pense que la première mouture du texte dans le secteur crypto, qui était totalement à côté de la plaque, parce qu'effectivement, elle visait les acteurs, la possibilité de communiquer uniquement pour les acteurs agréés, etc., était assez symptomatique voilà, de cette volonté de légiférer très rapidement et quitte on va dire, à engendrer des dommages collatéraux pour une partie de l'industrie des acteurs qu'elle visait. Ça, je pense que c'est indéniable et ça fait partie d'un secteur qui est pas, enfin d'un mouvement qui est pas limité uniquement à l'influence commerciale. Donc voilà, il y a plusieurs écueils que je regrette. C'est cette précipitation peut-être, alors que effectivement, on aurait pu viser un dispositif qui était un peu plus juste, qui pouvait en partie viser certains projets NFT, parce que les grands scandales aussi qu'on a en matière de fraude, etc., visent souvent les NFT. En réalité, elles visent assez peu les PSAN. Donc, je pense qu'on aurait pu quand même mieux faire. Il y a une grande partie de la loi qui codifie aussi à droit constant, ce qui n'est pas, d'un point de vue légistique, ce qui est pas non plus exceptionnel. Donc, bon, je pense qu'il y a des évolutions qui sont quand même bonnes, mais voilà, il y a eu des angles morts dans la loi et il y en a toujours, mais je pense que voilà, qu'on a voulu faire trop vite et on le voit dans le secteur crypto, la réglementation qui a été adoptée sera d'ailleurs caduque dans quelques mois avec l'arrivée du règlement MiCA. Donc voilà, moi je regrette qu'on n'ait pas pris plus le temps de la concertation. Après, heureusement que les acteurs du secteur se sont un peu mobilisés et ont permis aussi de corriger le tir. Et il y a eu une discussion parlementaire, mais voilà, je suis un petit peu plus critique quand même sur le processus d'adoption. J'aimerais vous poser maintenant une dernière question. Après, on prendra peut-être 1 ou 2 questions dans le public. Ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il y a peut-être un trou dans la raquette pour les influenceurs francophones qui sont installés, par exemple à Dubaï. On sait qu'il y en a beaucoup. Comment faire en fait pour qu'ils rentrent dans ce cadre? Romain, peut-être. Alors, moi, je pense que cette question, je pense, l'un des enjeux, si ce n'est l'enjeu principal de la loi, c'est comment éviter le dumping réglementaire de la part d'acteurs qui sont basés à l'étranger. Alors, là-dessus, il y a eu un certain nombre de réponses et de propositions qui ont été faites, certaines qui vont dans le bon sens. Moi, à mon idée, le dispositif qui a été mis en place, qui vient amender, qui va justement entrer en vigueur en 2024 avec l'adoption du règlement DSA, qui vise à permettre de signaler directement sur les réseaux sociaux les contenus qui ne sont pas conformes à la loi pour pouvoir justement éventuellement suspendre les comptes des influenceurs qui ne respectent pas les règles, vont dans le bon sens parce qu'effectivement ça permet d'aller toucher des acteurs qui sont à l'étranger. En revanche, moi je suis un peu plus dubitatif sur les autres arguments qui ont été invoqués pour justifier l'application de la loi aux influenceurs qui seront à l'étranger, parce qu'on nous a dit dès lors que vous faites du contenu francophone qui est accessible en France, la loi s'appliquera. Et en plus, vous avez une obligation d'avoir un représentant dans l'Union européenne. Je pense que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Quand on s'intéresse un peu, quand on connaît un peu la jurisprudence sur comment s'applique la loi pénale aux acteurs qui sont situés en dehors de la France, on voit qu'il y a des critères qui sont quand même assez précis et assez restrictifs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire du contenu en français pour que la loi française soit applicable. Il ne suffit pas qu'il y ait même une proportion importante du public qui soit en France pour que la loi française soit applicable. Et les sanctions théoriques qui ont été revues à la hausse, donc en cas de pratique commerciale trompeuse, pour moi, ont en réalité très peu de chances en pratique d'être appliquées à des acteurs à l'étranger. Pour une raison qui est une raison juridique que j'évoquais, c'est-à-dire est-ce que juridiquement on peut appliquer la loi à ces personnes qui sont situées à Dubaï ou dans d'autres pays? Honnêtement, j'en doute et je pense qu'il y aura des débats le jour où il y aura de véritables poursuites. Et pour une autre raison, qui est une raison assez pratique, c'est-à-dire que quand on voit les moyens de la justice et la façon dont même si aujourd'hui on a augmenté les moyens de la DGCCRF avec la loi, en fait on n'aura concrètement pas les moyens d'aller poursuivre les personnes qui sont dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer une notice rouge Interpol dès qu'il y a un influenceur qui fait un contenu qui ne respecte pas la loi. Et donc voilà, je pense qu'il y a une mesure qui va dans le bon sens. Le reste... je pense que les intentions sont louables, mais à mon avis, concrètement, il y aura toujours une certaine forme d'impunité, de dumping qui sera toujours possible pour les acteurs qui sont situés à l'étranger au détriment des acteurs qui sont en France. Monsieur le député. Oui, il faut bien comprendre que quand on fait une loi et quand on met en place des obligations, des interdictions avec un certain nombre de sanctions prévues,
cette loi n'est pas faite pour faire payer des amendes et envoyer des gens en prison. Cette loi est surtout faite pour son impact pédagogique et pour permettre une prise de conscience par l'ensemble des acteurs de ce secteur, de l'affluence commerciale. Il y a des choses qui peuvent se faire et des choses qui ne peuvent pas se faire. Et que certaines règles s'appliquent même s'ils n'en avaient pas conscience et qu'ils ne voulaient pas en avoir conscience. Effectivement, nous, on s'est dit on va mettre en place certains mécanismes qui permettront quand même d'assurer que d'une manière ou d'une autre, la loi française puisse atteindre des influenceurs qui fassent des promotions, même s'ils la font en dehors des frontières de la France, depuis l'extérieur des frontières de la France. Mais maintenant, ces gens-là qui le faisaient avant en se disant si je suis à Dubaï ou si je suis à Monaco, je peux ignorer tranquillement les règles françaises, elles ne s'appliquent pas à moi. Maintenant, l'adage c'est nul n'est censé ignorer la loi, mais cette loi a eu un tel retentissement médiatique que maintenant personne ne peut dire ça. Et d'ailleurs, quand Poupette Kenza, qui est une influenceuse connue, est partie, enfin annoncée il y a 15 jours, ou il y a eu une semaine, suite à son amende de 50 000 €, dire moi je m'en fous, je pars à Dubaï et maintenant ils peuvent m'oublier et je ferai ce que je veux, et on a pu lui rappeler que non, que grâce à la loi, effectivement, elle devra, si elle continue à faire de l'influence commerciale, elle devra désigner un représentant légal dans les frontières de l'Union européenne, elle devra mettre en place une police d'assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à son activité. Grosso modo, si elle ne le fait pas, ok, on n'arrivera peut-être pas à la condamner, à lui faire payer une amende, mais si elle ne le fait pas, la DGCCRF aura la capacité de dire à Facebook, à Instagram ou à Snapchat, écoutez, cette dame est en train de faire une infraction flagrante à la loi, nous vous demandons de suspendre ses contenus ou son compte jusqu'à qu'elle fasse la preuve qu'elle est rentrée dans les clous. Donc voilà, nous, on a un instrument qui permet surtout d'inciter les gens à adopter les attitudes dont on veut qu'elles président sur les réseaux sociaux, en particulier sur tout ce qui a trait à l'influence commerciale, et c'est un des objectifs de cette loi. Merci beaucoup à tous les quatre. Le temps qui nous était imparti est écoulé. Jonathan, je ne sais pas si on peut faire au moins une question. Parfait. Oui, voilà. Soyez concis. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Ça fonctionne ? Oui, j'ai une question ici. Oui, ici, tout en haut. Ah oui. Gauche. Merci pour cette intervention. J'avais une question pour Monsieur Vegeta. Vous parlez par rapport au code de la consommation. En fait, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas déjà été appliqué et qu'il a fallu une loi supplémentaire pour appliquer quelque chose qui était déjà en fait inscrit. Et une deuxième remarque, vous parlez du rôle pédagogique de tout ça. Il y a quelque chose qui s'appelle l'école. Et je ne comprends pas pourquoi on n'anticipe pas les choses avec un message peut-être au niveau du lycée, au niveau des universités, parce que le public est aussi lié à ces influenceurs. Pourquoi on n'anticipe pas ces choses-là, en fait ? Alors, je vais répondre rapidement. Premier point, Nabila, en 2019, elle a été condamnée pour une promotion en crypto. Cette loi n'existait pas. Elle a été condamnée au titre du code de la consommation. Elle a accepté une amende parce que ce genre de règles s'appliquait déjà. Malheureusement, ce n'était pas assez connu et la DGCCRF n'avait pas assez de moyens et en tout cas n'avait pas la bonne configuration pour faire respecter ces règles. Maintenant, on a vu que depuis qu'on a mis un peu un point focal sur le sujet de l'influence commerciale et de ses dérives, on a vu comme depuis quelques semaines, depuis même le lendemain de la loi influenceur, de la promulgation de la loi influenceur, on voit la DGCCRF agir et imposer des sanctions, notamment du name and shame, mais aussi maintenant des amendes assez sérieuses. Et donc voilà, effectivement, le législateur est souvent à la traîne, l'autorité compétente aussi. Et donc voilà. Sur l'éducation, vous avez raison, et c'est pour ça que nous, le dernier article de la loi, c'est sur le fait d'introduire dans le Code de l'éducation une amplification du programme du permis Internet. Permis Internet, c'est un petit programme de formation pour les élèves de primaire, CM2, avec un rappel en 5e, qui leur permet de mieux appréhender les pièges du numérique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est y inclure une sensibilisation aux risques dérivés de l'influence commerciale. Merci pour la question et la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, au deuxième rang, en bas. Vous avez d'autres questions ? Bonjour. En fait, sur YouTube, je vois beaucoup de pubs. Quand on clique sur une vidéo d'un influenceur, au début, on a une pub de 30 secondes ou de 5 secondes, et en fait, on voit de suite l'arnaque. On voit de suite que c'est un piège à con, quoi. Et ça, est-ce que c'est concerné par la loi ? De quelle pub tu parles ? C'est les pubs de YouTube ? Ouais, les pubs qui arrivent en plein milieu, tout le temps, que des pubs à la con. Et d'ailleurs, même quand on clique dessus et qu'on essaie d'approfondir le sujet, on voit que c'est une arnaque, mais bien à fond, et là, on n'en parle pas de tout ça.
là je parle sous votre contrôle, mais là c'est la responsabilité, c'est la plateforme, c'est YouTube. Éventuellement, il faut se plaindre. Effectivement, là, c'est déjà couvert par les lois sur la publicité mensongère, etc., les arnaques, le code de la consommation. Mais la différence, et c'est pour ça qu'on a fait une loi influenceur, c'est que la promotion qui est faite par un influenceur, elle se base sur une relation de confiance qui existe entre l'influenceur et son audience. Cette relation de confiance qui parfois fait que les gens tombent dans des pièges. D'accord ? Alors que quand vous voyez une pub sur YouTube, vous savez très bien que c'est une pub. Vous savez très bien qu'on veut vous vendre un truc, et en plus, quand ça ressemble à une arnaque, c'est probablement une arnaque. Donc là, il n'y a pas le problème de la relation de confiance qui peut vous faire tomber dans un piège qui ressort de l'abus de confiance. C'est pour ça que nous, on a ressenti la nécessité d'agir sur l'influence commerciale, sur la publicité à travers les influenceurs, parce que justement, il y a un risque que certains utilisent cette relation de confiance pour faire tomber les gens dans les pièges. Mais là, en l'occurrence, avec ces pubs-là, c'est tellement évident que le piège est d'une nature différente. En tout cas, ma mère, elle comprend pas. Quand je lui envoie une vidéo, elle croit que c'est la vidéo que je lui ai envoyée, en fait, la pub. Donc voilà, les personnes âgées, elles sont complètement perdues, elles se font manipuler, alors que nous, dans la crypto, on sait où on va. Mais les personnes qui ne sont pas là-dedans, ils voient une pub, ils croient que c'est vrai. Mais c'est une question de volume aussi et de degré de connaissance de la personne qui vient d'arriver dans cet écosystème. Si on reçoit des pubs en mode « vous avez gagné un iPhone » et que personne ne clique dessus, parce que j'espère vraiment que personne ne pense avoir gagné un iPhone aujourd'hui, c'est quand même parce qu'au début, ça marchait. Mais c'est ça qui devrait être régulé par la loi. Moi, 50, 500... Le souci qu'il y a là, c'est que c'est pas le même affront, déjà parce que c'est pas du tout la même relation de confiance. Du coup, ils vont chercher beaucoup plus de volume pour tomber sur quelques débutants. On va pas cibler la même personne. Là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir, mais il y a quand même un risque d'arnaque derrière. Par contre, c'est à la responsabilité de la plateforme, à un Google derrière YouTube, d'aller plus loin. Et là, on rentre sur c'est à eux d'être régulés, en fait. Pas à vous, alors, pas à toi. Oui, par contre, le problème, c'est que, est-ce qu'ils ont la certitude, mais de toute façon, c'est toujours pareil, c'est tellement flou, tu donnes la responsabilité sur qui tu veux. Ah oui, il y avait une pub en arnaque sur ta vidéo, pourquoi tu actives les pubs? Tu pourrais les désactiver. Ouais, oui, mais pourquoi Google laisse tomber, pourquoi Google accepte des pubs et payer, parce que Google est payé également pour afficher des pubs, alors que c'est une arnaque? Oui, mais Google peut dire, oui, mais attendez, moi, il me dit que ce n'est pas une arnaque, soit je refuse l'accès à cette personne, à ma plateforme, et cette personne a le droit de m'attaquer, soit le Google va tout simplement dire, voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que légalement, cette pub est correcte? Et là, tu as l'autorité des marchés financiers ou le régulateur qui va regarder, qui va dire, on n'est pas capable non plus tout le temps de savoir si cette pub de 28 secondes, c'est une arnaque ou pas. Et donc, tu es un peu dans un jeu quand même où il n'y a pas de certitude pour personne. Et là, on en revient sur la complexité finalement de ce débat ouvert. C'est très dur avec certitude de définir un cadre parfait. S'il est parfait aujourd'hui, il ne le sera peut-être pas demain. Et donc, de manière générale, tu essayes d'avancer sur la compétence et l'éducation qu'a tout le monde en se disant, aujourd'hui, l'ensemble des gens, contrairement à de l'expertise d'influence où quelqu'un peut profiter de sa relation pour essayer d'abuser d'une audience, aujourd'hui, tu vois une pub où on t'explique comment gagner 1500 € chaque nuit sans faire aucun effort, tu vas peut-être pas cliquer dessus. Et c'est ça qui est important. Et là, pour moi, il faut évidemment parler aux géants, aux Google, aux plateformes. Mais c'est un très très gros débat. L'éducation ira plus vite pour le coup qu'avoir un Google qui dit oui, maintenant on est capable de voir les arnaques et de séparer le grain, le vrai du faux, quoi. Merci Owen. Bon, je me doute qu'il y a d'autres questions, mais je ne voudrais pas qu'on morde trop sur la table ronde qui vient ensuite et qui est vraiment passionnante. Il faut qu'on avance. Merci beaucoup à tous les quatre. J'espère qu'on se retrouvera pour peut-être une troisième table ronde avec les mêmes si la loi évolue. Mais voilà, merci beaucoup.